Je suis le docteur Laurence Plumet, je suis médecin nutritionniste, praticien hospitalier à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. J'ai écrit de nombreux ouvrages consacrés au bien-être et à la santé. Et j'ai également créé une école de nutrition qui s'appelle EPM Nutrition, destinée aux professionnels de santé pour les former à la pratique du conseil en nutrition. Et puis depuis quelques années, je vois que mes patients me consultent un peu toujours pour les mêmes problématiques, prise de poids, manque de sommeil, manque d'activité physique, mauvaise alimentation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de lancer une nouvelle thérapie qui s'appelle la napsothérapie. Et donc je vais vous parler de la napsothérapie dans ce podcast, Paroles de nutritionniste, où là je vais prendre le temps nécessaire pour vous expliquer en quoi cette thérapie est utile pour les patients et comment se déroule la formation débouchant sur ce métier. La napsothérapie, c'est quoi? C'est un métier de prévention, comme il n'en existe pas en France, car il est le seul métier de prévention qui concerne la nutrition, l'activité physique et le sommeil. C'est d'ailleurs l'anagramme de NAPSO, N de nutrition, AP d'activité physique et SO de sommeil. J'ai décidé de créer et de lancer cette formation parce que, suite au Covid, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui ne dormaient pas suffisamment, qui ne bougeaient plus et qui donc prenaient du poids parce qu'en plus ils mangeaient mal. Donc je me suis dit, mais il faut faire quelque chose pour toutes ces personnes. Et il n'y avait rien qui puisse exister. Les médecins n'avaient pas le temps, les diététiciennes n'allaient parler que de nutrition, les coachs sportifs que de sport. Et donc il n'y avait aucun métier qui aborde les trois piliers de la santé ensemble. La nutrition, l'activité physique et le sommeil. D'où l'idée de créer ce terme de napsothérapie, d'en faire une formation et un métier. Ceci a donc débuté en 2020, nous sommes en 2025 et finalement ce métier a connu un essor fantastique à la demande de beaucoup de personnes, aussi bien les consultants que les napsothérapeutes. Actuellement, il y a près de 200 napsothérapeutes en France et il y en a également dans le monde entier. Donc je suis très heureuse de voir que ce métier remplit un vide et correspond à un vrai besoin. En France, nous ne faisons pas assez de prévention. On est un des rares pays à très bien soigner, mais la prévention est quasi inexistante. Il y a quand même beaucoup d'autres pays où la prévention est bien plus présente. D'ailleurs, vous connaissez l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc c'est pour remplir ce manque que j'ai créé la napsothérapie, qui est le premier métier de prévention en France. Alors, à qui s'adresse la napsothérapie ? D'abord, côté consultant, côté patient. Ça s'adresse absolument à tous les patients, car la napsothérapie permet de prévenir et de guérir pratiquement toutes les pathologies. Vous prenez du poids, vous n'avez pas envie de tomber dans l'obésité, vous allez voir un napsothérapeute. Vous êtes en situation de prédiabète, vous allez voir un napsothérapeute pour guérir de votre prédiabète et ne pas évoluer vers un diabète. Vous avez un début de cholestérol qui monte ou une tension qui commence à monter, eh bien, allez voir un napsothérapeute qui va vous aider à éviter que ça ne dérive vers la pathologie. Donc vous voyez que c'est un métier de prévention qui finalement concerne tous les patients. Vous avez mal au ventre, vous allez voir un napsothérapeute. Il va vous aider à avoir un transit plus apaisé. Bref, toutes les pathologies sont concernées. Maintenant, concernant les personnes qui auront envie de se former en napsothérapeute, bien évidemment, ça s'adresse aux professionnels de santé, médecins, infirmières, diététiciennes, kinésithérapeutes, sages-femmes, psychologues, qui vont ajouter cette compétence à leurs compétences existantes. Car honnêtement, on ne peut bien soigner un patient que quand on aborde les trois piliers santé fondamentaux que sont la nutrition, l'activité physique et le sommeil. Or, ces professionnels ne sont pas formés à ça. Donc la napsothérapie va combler un manque. Ensuite, il y a les non-professionnels de santé qui peuvent également suivre cette formation et obtenir le diplôme de napsothérapeute. Alors évidemment, l'inscription se fait sur dossier et je dois m'entretenir avec la personne pour évaluer son parcours. Donc il faut un minimum de bagages dans le domaine de la santé, du bien-être. Il faut aussi une belle motivation et en général, tous les élèves qui s'inscrivent sont des personnes qui ont envie de se rendre utiles, qui ont envie même parfois de quitter leur métier qui n'a rien à voir avec la napsothérapie, mais
qui ont envie de se rendre utile et de s'investir dans le conseil à autrui, de rentrer dans la vie des gens et de les aider à mieux manger, de bouger davantage et à mieux dormir par des conseils qui sont personnalisés. Donc en fait, les personnes qui s'inscrivent à ces formations sont toujours très motivées et très enthousiastes. Et même si elles ne sont pas professionnelles de santé, elles travaillent dur pour obtenir leur diplôme. Pourquoi j'ai associé les 3 piliers que sont la nutrition, l'activité physique et le sommeil en une seule formation et un seul métier? C'est parce qu'ils sont liés. Honnêtement, vous ne pouvez pas faire maigrir quelqu'un s'il dort mal et s'il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que si cette personne se couche trop tard ou qu'elle a des insomnies, qu'elle se réveille fatiguée, comment voulez-vous qu'elle ait envie de bouger? Elle a plutôt envie de rester assise dans son fauteuil. Et de 1, elle va économiser des calories. Et de 2, quand le cerveau est en manque de sommeil, il pousse à manger sucré. C'est son anti-stress naturel. Donc, quelqu'un qui est en manque de sommeil a envie tout le temps de grignoter dans la journée. Donc, il ne peut en aucun cas suivre les conseils de son praticien qui va lui dire « évitez le gras et le sucre, s'il vous plaît », alors qu'il a exactement envie de faire le contraire. Par ailleurs, quelqu'un qui ne dort pas assez et qui ne bouge pas assez, c'est quelqu'un qui est très attiré par les grignotages. Donc vous voyez que tout commence par le sommeil. Et c'est là le point fort de la napsothérapie, c'est que le napsothérapeute, au lieu d'aider quelqu'un à maigrir en se précipitant d'abord sur le régime, doit d'abord commencer à s'intéresser au sommeil de la personne, de façon à identifier les erreurs de comportement, peut-être même la diriger vers un spécialiste du sommeil si elle a l'impression que cette personne fait des apnées du sommeil ou des insomnies, de façon à corriger dans un premier temps ce sommeil. Et une fois que la personne finalement dort mieux et davantage, eh bien naturellement, elle retrouve de la vitalité, elle a envie de marcher, elle a envie de courir, elle a envie de faire du sport. Donc naturellement, elle va brûler des calories sans faire d'effort. Et quand on dort bien et qu'on bouge plus, en plus, on a envie de manger beaucoup plus sainement. On est beaucoup plus attiré par les légumes et par les fruits et beaucoup moins par le goût sucré et les produits de grignotage. Donc vous voyez, tout vient naturellement parce que tout est lié, mais tout commence par le cerveau et donc par un bon sommeil. Le conseil en nutrition, fait par le napsothérapeute, consiste à équilibrer. D'abord, il faut auditer la personne par des questions bien posées sur le petit déjeuner, les collations en matinée, le repas de midi, que mangez-vous l'après-midi, que mangez-vous le soir, y a-t-il souvent des sorties au restaurant, recevez-vous souvent à la maison. Le napsothérapeute doit dans un premier temps faire un audit pour évaluer ce qui ne va pas. Et ensuite, par des conseils personnalisé. Il ne s'agit pas de répéter toujours la même chose, mais en rentrant dans la vie des gens, en comprenant leur métier, leurs contraintes sociales, familiales, professionnelles, il s'agit d'adapter les conseils pour amener la personne à faire des repas plus équilibrés, mais qui vont tenir compte de ses contraintes, de ses goûts et de sa culture aussi. Donc, bien écouter, poser des bonnes questions et bien conseiller. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas de régime draconien, ça n'est pas une chapelle, avec des modes alimentaires bien particulières. Il s'agit d'équilibre alimentaire, mais bien pensé et adapté surtout à la personne pour l'amener à modifier d'elle-même ses comportements sans en ressentir de la frustration. Alors, une mauvaise alimentation peut tout à fait empêcher de bien dormir. Par exemple, si vous mangez trop le soir, et trop tard, quand vous allez vous coucher, l'estomac est plein. Donc tout le travail de digestion qui va se faire pendant la nuit vous empêche de dormir profondément. Ça contrarie les phases de sommeil lent profond récupérateur du début de nuit. Donc il ne faut pas manger trop, ni trop gras, ni trop sucré, et trop tard. C'est la raison pour laquelle j'explique toujours à mes patients, et c'est ce que je transmets aux napsothérapeutes, veillez toujours à expliquer à vos patients qu'il faut dîner pas plus tard que 20h30 et qu'il faut manger léger le soir. C'est le secret d'un bon sommeil, et puis de garder la ligne aussi. Donc, pas trop gras, pas trop sucré. Ça peut être une soupe ou une bonne omelette aux pommes de terre avec une salade verte, un laitage, un fruit, ou ça peut être tout ce que l'on veut, mais pourvu que ça ne soit pas des plats en sauce, des frites,
du gras, pain, fromage, alcool, qui d'ailleurs fractionne le sommeil. Souvent l'alcool, le soir, c'est très délétère pour le sommeil. Le café, bien évidemment, il faut l'éviter. Mais l'alcool, on pense toujours qu'en buvant de l'alcool, on va s'endormir profondément. Certes, on va s'endormir profondément, mais le problème de l'alcool, c'est qu'il fractionne le sommeil. Et donc, on va se réveiller très vite et on aura beaucoup de mal à se réendormir. Donc, on évite également de boire de l'alcool le soir. Alors, je sais que c'est pas très social ce que je dis, mais honnêtement, entre le trop et le pas du tout, il faut trouver un juste équilibre. Alors, le soir, on peut d'ailleurs s'aider de certains aliments qui vont aider à bien dormir la nuit. D'abord, il y a les petites tisanes. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. La phytothérapie, certaines plantes aident à bien dormir. La mélisse est connue pour ça. La valériane est connue pour ça aussi. D'ailleurs, ce sont souvent des plantes qui sont intégrées dans les compléments qu'on trouve en pharmacie et qui aident à bien dormir. Donc, on peut s'en faire une petite tisane. J'ai dit une petite tisane et pas une grosse, parce que si vous buvez trop le soir, vous allez vous réveiller au moins 2 ou 3 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Donc là, c'est perdu. Donc, juste une petite tisane le soir. Le lait aussi. Le lait est riche en tryptophane. Et le tryptophane, c'est un acide aminé qui ensuite rentre dans le cerveau et va favoriser la synthèse de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est la molécule du bien-être et c'est aussi une molécule sédative. Donc, prendre un laitage ou boire un petit verre de lait tiède, si on aime, évidemment, ça peut aider à s'endormir aussi. Nous dormons moins et beaucoup moins bien qu'autrefois. En gros, les enquêtes montrent que nous avons perdu un cycle de sommeil par nuit. Il faut savoir que le sommeil, c'est une succession de cycles d'environ 1h30. Quand nous nous couchons avant minuit, nous avons au moins 2-3 cycles d'1h30 qui vont se succéder et qui sont très riches en sommeil lent, profond, récupérateur. Ensuite, la nuit se poursuit et au petit matin, ces cycles vont changer. Ils vont s'appauvrir en sommeil lent profond, donc c'est pour ça qu'on a facilité à se réveiller à partir de 4 heures du matin. Le sommeil est devenu beaucoup plus superficiel et là il est beaucoup plus riche en sommeil paradoxal qui est le sommeil des rêves. Voilà. Donc vous voyez que le sommeil n'est pas le même du début de nuit et à la fin de nuit et c'est pour ça qu'il est important de se coucher tôt avant minuit, riche en sommeil lent profond et de se lever à 7 heures du matin de façon à avoir nos 8 heures de sommeil. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons perdu un cycle et ce cycle c'est souvent le premier cycle car les gens se couchent de plus en plus tard. Pourquoi ? D'abord parce que je constate que beaucoup de gens rentrent tard du travail. Quand on rentre à 20 heures, on dîne à 21 heures, on a envie d'avoir une deuxième vie après le travail et donc on se couche tard, minuit, 1 heure du matin. N'oublions pas non plus le rôle délétère des séries télévisées qui sont admirablement faites pour être très addictives. Donc vous regardez un feuilleton, vous avez envie d'en regarder un deuxième, puis un troisième, et au final, les épisodes se succèdent et « Oh mon Dieu, il est 1 heure du matin, il faut que j'aille au lit ». Moralité, on ne s'endort pas avant 2 heures, on doit se lever à 7 heures, on n'a eu que 5 heures de sommeil. Alors on pourrait se dire, c'est pas bien grave, bon, je vais être un peu fatigué demain, mais je me rattraperai ce week-end et je ferai la grasse mat. Et là, je dois dire que non. Le manque de sommeil est extrêmement mauvais pour la santé, car tout sommeil perdu ne se rattrape pas. Or, le sommeil est très utile et on verra pourquoi. Donc, on constate que les gens ne dorment plus que 6 heures au lieu de 8 heures et qu'il y a une espèce de fatigue chronique qui s'installe dans le quotidien des Français. Donc, il est très important de s'intéresser au sommeil des Français. Ça nécessite une discipline. Pas dîner trop tard et se coucher avant minuit, au plus tard à 23 heures. Après, il y a le problème des insomnies, certes, mais là, ça nécessite la compétence d'un professionnel du sommeil qui fera une étude du sommeil pour comprendre les raisons et la nature de l'insomnie. Dans le cas où il y a un manque de sommeil, de toute façon, la personne est crevée toute la journée. Elle va ressentir un gros coup de pompe en fin de journée. C'est ce qu'on constate en particulier avec les personnes qui font des apnées du sommeil la nuit. Voilà, qui font donc des pauses respiratoires, qui n'arrivent pas à récupérer avec leur sommeil et qui sont crevés, surtout à partir de 17h, 18h et qui parfois s'endorment au volant de la voiture. Il y a beaucoup d'accidents de voiture en fin de journée qui sont dus à des pauses respiratoires pendant la nuit, donc des apnées. Donc la sieste, eh bien, elle est bienvenue. Alors cette sieste, attention, il y a les siestes récupératrices et il y a les mauvaises siestes. La bonne sieste, c'est la sieste qui dure 15 à 20 minutes et idéalement pas plus tard que 17h pour ne pas donner envie de se coucher trop tard après. Donc, elle se situera à la limite après le déjeuner, entre 14h et 16h, si on le peut, si on est chez soi. Si on est au travail, on peut faire une petite pause après avoir mangé de 15 minutes. On s'installe dans un coin, calme, on s'assied, on ne s'allonge pas.
pour éviter les reflux, car l'estomac est encore plein. Donc on s'assied, on fait le calme dans sa tête, on pratique la cohérence cardiaque, on inspire, on expire, on se dit qu'on va s'endormir et on se réveille au bout de 10-15 minutes au besoin en mettant une petite alarme. Ça, ce sont des petites siestes récupératrices qui permettent de récupérer de l'énergie. En revanche, les gens qui sont très fatigués et qui éprouvent le besoin, quand ils sont chez eux, de dormir 1 heure à 1 heure et demie, autrement dit de récupérer un cycle entier, là, ça indique que la nuit n'est pas bonne. Et donc, plutôt que de s'inquiéter de cette sieste, il faut s'inquiéter de la nuit de ces personnes. Et il faut les pousser à consulter un spécialiste du sommeil qui fera une étude du sommeil sous la forme d'une polysomnographie, avec plein d'électrodes partout. On est très mignons, hein. On ressemble à un Teletubbies quand on sort de là. On peut dormir soit à l'hôpital, soit chez soi d'ailleurs, hein. Et on a des appareils qui ensuite étudient complètement le sommeil, les mouvements respiratoires. Il y a l'électrocardiogramme aussi, l'encéphalogramme, enfin bref. Et tout ceci permet de faire un diagnostic du sommeil. Et quand on voit qu'il y a des apnées et qu'elles sont importantes, à plus de 30 apnées de l'heure, la personne doit être appareillée et porter un masque toutes les nuits. Soit un masque qui n'envoie de l'air que dans le nez, soit dans le nez et dans la bouche. Voilà. Et ensuite, on s'assure que la personne ne fait plus d'apnée. Et du coup, du jour au lendemain, elle se sent tellement mieux. Elle n'a plus ses gros coups de barre en fin de journée parce qu'elle ne fait plus ses pauses respiratoires. Donc, vous voyez que il est très important de s'intéresser au sommeil des gens. Alors pourquoi il est si important de dormir entre 7 et 8 heures par nuit? Alors ça concerne 80% de la population. Je ne parle pas des petits dormeurs qui n'ont besoin que de 5 à 6 heures et qui sont en forme. Ça, ils sont ainsi faits. Et des gros dormeurs qui ont besoin de 9 à 10 heures de sommeil pour être en forme. Je parle de la majorité des Français qui ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour être en forme. Donc il ne faut pas penser que le sommeil, ce soit le cerveau qui se met en berne et qui dort comme vous. Pas du tout. Il se passe plein de choses dans le cerveau pendant la nuit et ces choses sont essentielles. Premièrement, vous faites beaucoup travailler vos neurones dans la journée. Donc pendant la nuit, les neurones vont se détoxifier et éliminer toutes les toxines qu'ils ont accumulées dans la journée. Donc on nettoie son cerveau pendant la nuit. Et d'ailleurs, les personnes qui ne dorment pas assez ont un cerveau qui vieillit précocement et elles vivent mal ce vieillissement. Et ce sont des personnes qui probablement augmentent le risque par la suite de développer des pathologies cognitives, donc à savoir la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, parce qu'elles ont un cerveau encombré de toxines qui envahissent les neurones et qui les empêchent de bien fonctionner. Donc premièrement, la détoxification des neurones, hyper importante. Deuxièmement, dans la journée, vous faites beaucoup travailler vos neurones, mais ils vont stocker dans un coin les fonctions qu'ils ne peuvent pas activer. Et donc, pendant la nuit, ils vont faire le travail qu'ils n'ont pas eu le temps de faire dans la journée. Par exemple, mémoriser des événements que vous n'avez pas pu mémoriser dans la journée. C'est bien connu, quand on apprend une langue, on la récite juste avant de s'endormir la nuit, et la nuit, le cerveau continue de mémoriser les mots que vous avez appris dans la journée, ou en fin de journée avant de vous endormir. Donc il y a un travail de stockage en mémoire qui se fait la nuit, que vous n'avez pas pu faire dans la journée. Par ailleurs, pendant la nuit, le cerveau va sécréter des molécules qui ne sont pas sécrétées dans la journée. Par exemple, l'hormone de croissance. Un enfant qui est en manque de sommeil, c'est un enfant qui ne va pas grandir aussi bien et autant qu'un enfant qui dort bien. Et par ailleurs, ces hormones de croissance sont utiles aussi pour nous. Et quand on manque d'hormones de croissance, eh bien nos cellules ne sont pas heureuses. Et d'ailleurs, on peut développer des cancers quand on est en manque chronique de sommeil. D'ailleurs, le travail de nuit a été reconnu comme un facteur de risque de cancer du sein chez les femmes jeunes. Ça a été parfaitement démontré. Donc vous voyez que le manque de sommeil chroniquement augmente le risque de cancer. Et puis par ailleurs, le cerveau dirige aussi nos comportements alimentaires, car un cerveau qui est en manque de sommeil, le lendemain, va se venger en augmentant la sécrétion de cortisol, qui est une hormone du stress, parce qu'il est stressé, le cerveau, il n'a pas assez dormi. Donc vous sécrétez beaucoup plus de cortisol. Le cortisol, ça fait grossir et ça développe les adipocytes, qui sont les cellules graisseuses du ventre. Donc on grossit du ventre et c'est de la mauvaise graisse. Et par ailleurs, le cortisol donne faim et envie de manger sucré. Et encore une petite chose. Sachez que le sommeil du matin est propice à la sécrétion des hormones sexuelles.
Estrogène, progestérone chez la femme et testostérone chez l'homme. C'est d'ailleurs la raison de l'érection matinale des hommes, car au petit matin, le cerveau va favoriser la montée en puissance de la testostérone qui va provoquer chez l'homme son érection. Et chez la femme, la sécrétion d'hormones sexuelles. Donc vous voyez aussi qu'un bon sommeil est impliqué aussi dans la fertilité. Et d'ailleurs, quand j'ai des patientes qui n'arrivent pas à tomber enceintes, avant qu'elles aillent s'engager dans des processus de traitement hormonaux, PMA, FIV et compagnie, je leur donne 3 mois pour rééquilibrer leur alimentation, dormir davantage et bouger plus. Autrement dit, j'applique les principes de la napsothérapie de façon à voir si cela ne va pas augmenter leur fertilité. Et en général, eh bien, ça marche. L'activité physique, c'est le fait de bouger plus. Et le sport, c'est une activité physique contrôlée d'intensité plus importante. Les deux sont complémentaires. En fait, le pire, c'est d'être sédentaire toute la semaine et de faire du sport de façon intensive le week-end. C'est comme ça qu'on voit arriver des patients aux urgences en ayant fait une souffrance cardiaque parce que sédentaire dans la journée et tout d'un coup on demande au corps et au cœur un effort intense et brutal. Ne jamais faire ça. En fait, ce dont a besoin le corps, et après tout nous avons des grandes jambes, et ça sert à ça aussi, c'est qu'il faut bouger toute la journée. Ne jamais rester assis ou assise plus de 45 minutes toutes les heures. Il faut bouger. Le corps déteste rester immobile. Ah ça lui plaît, hein. Le cerveau il aime bien la paresse, mais votre corps est en souffrance. Donc toutes les 45 minutes, il faut se lever, il faut aller marcher, il faut monter des escaliers, il faut bouger si on a un métier relativement sédentaire. Bon, donc ça, l'activité physique, c'est quoi? C'est la marche, c'est monter les escaliers, c'est les descendre, c'est ne pas rester statique dans un escalator, mais monter les marches, c'est prendre son vélo pour aller au boulot, c'est remarcher le soir quand on rentre à la maison. C'est ça. Et cette activité physique, elle est payante. Elle est payante pour les articulations, elle est payante pour les poumons, ça fait respirer, ça active le rythme respiratoire, elle est payante pour le cœur, qui ainsi bat plus vite, ça le muscle, elle est payante pour le cerveau, car plus vous activez votre circulation sanguine, plus vous oxygénez vos neurones. Donc cette activité physique, elle est essentielle et il faut faire au moins 10 000, 15 000 pas par jour, allez, au moins 10 000, en marche active. Je ne parle pas de piétinement, parce qu'on me dit souvent, je suis debout, je suis coiffeuse, ou je suis boulangère, je marche beaucoup, est-ce que ça compte? Non, je parle d'une marche active. Alors ça peut être du fractionné, ça peut être 30 minutes d'une fois, mais ça peut être aussi 10 fois 5 minutes, vous voyez. Donc l'important, c'est d'avoir la mentalité de la personne active. J'arrête de rester tout le temps dans mon fauteuil, je bouge. Donc ça, c'est très bon pour la santé et pour le poids. Ensuite, il y a le sport. Alors là, le sport, on pousse le corps dans ses retranchements. On va faire une séance en salle de sport 2 fois, 3 fois dans la semaine. Alors ça peut être du sport en salle, ça peut être aussi du sport chez soi, ça peut être aussi à la piscine, mais là, on bouge beaucoup plus activement. Alors, il y a le cardio et il y a la muscu. Le cardio, c'est je pédale fort, je fais de l'elliptique, je fais du rameur, j'ai chaud, mon rythme cardiaque augmente, je peux monter à 100, 120, 140 pulsations par minute. C'est 220 moins âge, à ne pas dépasser. Donc si j'ai 60 ans, je fais 220 moins 60 et mes pulsations cardiaques ne doivent pas dépasser 160 pulsations à la minute. Donc j'en contrôle mon pouls. On a maintenant des montres connectées. Ça peut se voir aussi sur les écrans des vélos ou des tapis. Donc voilà, ça c'est le sport, c'est le cardio. Ça fait brûler des calories, ça pousse le cœur dans ses retranchements et ça le muscle et c'est excellent pour la santé. Ça c'est le cardio et ça fait maigrir aussi parce qu'on brûle les calories dans l'immédiat. Maintenant, il y a la musculation. Alors la musculation, c'est le fait de faire travailler des groupes musculaires isolés. Le haut du corps dans un premier temps, le bas du corps dans une session suivante, mais on fait travailler les muscles. Et le but, donc, c'est certes de brûler des calories, mais de faire travailler les muscles pour augmenter la masse musculaire. Et plus on augmente sa masse musculaire, plus on augmente la chaudière du corps humain. D'ailleurs, vous le voyez bien, plus une personne est musclée, plus elle a tout le temps chaud. Elle sue quand il fait froid dehors, elle prend juste un petit gilet parce que son corps brûle des calories. Et il en brûle même quand la personne est assise, vous voyez. Donc ça, c'est très important de faire de la musculation et c'est complémentaire finalement du cardio. Voilà. Donc l'idéal, c'est d'associer les deux. Faire du cardio puis de la muscu en une même séance
ou commencer par la muscu et faire du cardio après, peu importe. En fait, il faut commencer par ce qui nous fatigue le moins et enchaîner par ce qui fatigue le plus. Donc, à chacun de faire son petit programme en se faisant aider d'abord d'un coach pour éviter les erreurs. Parce que je rappelle que c'est souvent au mois de janvier que les gens s'inscrivent dans les salles de sport en disant « Oh là 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 là, alors j'ai fait des agapes, j'ai trop mangé, j'ai pris du poids, je me mets à faire du sport. » Formidable au début, on va fréquenter la salle de sport 3 fois par semaine et puis on en fait tellement qu'on va se faire une déchirure musculaire, on va avoir des crampes, on va plus pouvoir bouger, on est dégoûté et on arrête. Donc non, on fait les choses progressivement. On commence par ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire. Voilà. Et puis ensuite, en revanche, on progresse, on s'écoute et on pousse toujours plus loin. Il faut mettre son corps en situation d'inconfort, le pousser dans ses retranchements, ne pas céder à la paresse et à la facilité. Alors, si on n'applique que 2 piliers sur les 3, ça ne va pas marcher. Par exemple, vous essayez de bien manger, vous essayez de bouger, mais vous avez un sommeil épouvantable et vous ne dormez pas assez. Petit à petit, la fatigue va s'installer et la fatigue s'installant, l'activité physique va diminuer et l'alimentation va se dégrader. Donc vous voyez, il suffit qu'il y en ait un qui ne marche pas pour que ça dérange tout. Pareil, vous dormez bien, mais vous ne pratiquez pas de sport, vous ne bougez pas et vous essayez de bien manger. Mais il ne se passera rien sur la balance parce que vous ne brûlez pas de calories. Donc il faut bouger. Vous dormez bien, vous bougez, mais vous mangez très mal. Donc d'un côté, vous brûlez des calories, mais de l'autre, vous en mangez de trop sous forme de gras et de sucre. Et vous vous étonnez de ne pas perdre de poids sur votre balance. Donc vous voyez que les 3 sont intimement liés et c'est là toute la force de la napsothérapie. C'est d'être dans la cohérence de ces 3 comportements qui doivent fonctionner ensemble. Alors, la première séance de napsothérapie, elle est longue parce que le napsothérapeute va prendre son temps pour bien comprendre la vie professionnelle, sociale, familiale de la personne, connaître aussi ses problèmes de santé et elle va l'interroger sur son alimentation, ce qu'elle mange le matin au petit déjeuner, en collation, à midi, l'après-midi, le soir, les sorties, les restos, bref, sa vie dans le domaine de l'alimentation. Elle va aussi l'interroger sur son activité physique, fait-elle du sport ou pas, comment elle va au travail, si elle est sédentaire ou pas, sportive, la fréquence de tout ça pour se faire une idée précise, et sur son sommeil. À quelle heure vous vous couchez? Quand vous vous couchez, est-ce que vous vous endormez tout de suite? Quand vous vous endormez, est-ce que vous vous réveillez? À quelle heure vous avez l'habitude de vous réveiller? Quand vous vous réveillez, pourquoi? Est-ce que vous vous mettez du temps à vous réendormir ou pas? À quelle heure vous vous réveillez le matin? Et quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous êtes en forme? Voilà. Donc, quand vous avez questionné la personne, il s'est écoulé une bonne heure, mais vous avez une idée précise de tous ses comportements. Et donc, à partir de là, connaissant mieux le mode de vie de cette personne, le napsothérapeute va donc pouvoir conseiller la personne dans chacun de ces 3 domaines, en lui disant, ben voilà, sur le plan alimentaire, voilà ce qui ne va pas, voilà ce que, idéalement, il faudrait que vous fassiez. Alors attention au « il faudrait », c'est « êtes-vous d'accord » ? Est-ce que vous seriez d'accord pour changer ceci, cela ? C'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Ça doit venir de la personne. Elle doit comprendre ses erreurs et d'elle-même essayer de la corriger en étant bien conseillée par le napsothérapeute. Pareil pour l'activité physique, il ne s'agit pas du tout de juger la personne et de lui donner des injonctions du genre vous bougez pas assez, vous savez qu'il faut bouger davantage, alors allez-y, faites du sport, trouvez le moyen. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est essayons ensemble de trouver des solutions qui vont vous permettre, en fonction de vos contraintes, de bouger davantage, en fonction de votre métier. Est-ce que vous pouvez faire du sport le matin? Est-ce que vous pouvez en faire à midi s'il y a une salle de sport dans votre entreprise? Est-ce que vous pouvez en faire le soir, par exemple, si vous rentrez plus tôt, si votre vie de famille le permet? Est-ce que vous pouvez, par exemple, avec votre conjoint ou votre conjointe, vous arranger pour que dans la semaine, vous soyez disponible pour vous occuper de vous et sortir faire du sport? Pareil pour le sommeil. Est-ce que, en fonction de votre organisation familiale, vous pouvez vous coucher plus tôt? Si vous rencontrez des insomnies ou vous me racontez que vous vous réveillez fatigué, qu'est-ce que vous ressentez comme symptômes? J'ai bien l'impression que vous faites des apnées. Alors voilà, j'ai mon réseau et je vous conseille de contacter tel service ou tel spécialiste que vous allez aller voir de ma part et qui va examiner votre sommeil. Mais c'est absolument important que vous corrigiez ce qui se passe le soir. Voyez? Donc cette première consultation, elle est longue. Il s'agit d'écouter, de comprendre, d'évaluer et de conseiller.
Et ensuite, il y a toutes les consultations de suivi. Il ne s'agit pas de dire au revoir, bye bye, maintenant débrouillez-vous. Il va falloir encadrer cette personne. Donc on va la revoir régulièrement. Idéalement, ça peut être toutes les 3 semaines ou tous les mois. Ça dépend aussi de la disponibilité de la personne et de sa motivation. Ça sera d'ailleurs un bon moyen de l'évaluer. Et ensuite, les consultations de suivi sont des consultations de 30 minutes. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez perdu un petit peu de poids? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'activité physique, dans le domaine du sommeil? Vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs? C'est pas grave. Essayons de comprendre les difficultés que vous avez rencontrées et je vais essayer de vous aider. Voyez? Et donc, de consultation en consultation, petit à petit, la personne va se sentir écoutée, encadrée, conseillée. Ça va lui donner du cœur à l'ouvrage, de la motivation et ainsi, on l'amène à améliorer tous ses comportements. Ce qui fait qu'in fine, si elle n'était pas malade, tant mieux, on l'a aidée en corrigeant ses comportements à être et à rester en bonne santé. Et si elle avait déjà un début de problème de santé, des kilos qui s'accumulent, elle aurait pu évoluer vers l'obésité en faisant n'importe quoi avec des régimes qui n'en sont pas, qui sont très sévères et qui vous abîment la santé plus qu'autre chose. Et bien là, elle va reperdre doucement mais sûrement. Si elle avait déjà une glycémie qui monte, et bien au lieu d'évoluer vers un diabète, et bien ses glycémies vont se corriger. Si elle avait un début de montée du cholestérol, au lieu de devenir vraiment hypercholestérolémique, au lieu de se voir prescrire une statine par son médecin, elle va corriger son cholestérol et avoir un bilan lipidique normal, au grand bonheur de son médecin qui va lui dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Eh bien, je suis allée consulter une ou un napsothérapeute. Vous voyez, ça permettra d'ailleurs aux professionnels de santé de connaître l'existence de ce métier qui est très complémentaire du leur finalement. Parce que les médecins ont assez peu de temps malgré tout pour s'investir dans la prévention. Et les napsothérapeutes sont là pour ça. Voilà. La formation de napsothérapie, elle est longue, forcément. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la composition des aliments, sur les besoins nutritionnels à tous les âges de la vie, de l'enfant à l'adolescent, l'adulte, la femme, l'homme, la femme enceinte, la femme allaitante, la femme ménopausée, senior, personne âgée, le sportif amateur, le sportif de haut niveau et tous les troubles du sommeil. Donc vous voyez, il y a un programme qui est long, qui est lourd, qui est riche, qui est dense. Toutes les pathologies sont abordées, bien évidemment, le surpoids, l'obésité, le diabète, les maladies du cholestérol, toutes les maladies cardiovasculaires, les pathologies digestives, la colopathie fonctionnelle, les allergies alimentaires, la prévention du cancer. Bon, vous voyez, il y a énormément de choses à apprendre. Donc, évidemment, j'aurais pu concentrer tout ça sur 2 mois. Mais je n'avais pas envie de le faire, car en fait, tout ceci, pour être bien assimilé, doit demander de la maturation. Donc la formation se fait sur 9 mois, pour un total de 320 heures, qui réparties sur les 9 mois, donne à peu près 4 à 5 jours de travail à la personne, qu'elle organise selon son propre rythme. Donc c'est parfaitement compatible avec quelqu'un qui a un métier à côté et qui va suivre cette formation en plus d'exercer son métier. Il suffit qu'elle consacre 4 jours par mois de travail à cette formation. Cette formation repose sur un important matériel pédagogique. Tous les mois, la personne qui est inscrite reçoit un programme de travail. Elle va sur l'intranet qui est hébergé sur le site officiel de la napsothérapie avec son identifiant et son mot de passe qui lui sont communiqués quand elle va commencer sa formation. Et tous les mois, elle va trouver un important matériel pédagogique, des vidéos, des présentations PowerPoint, des cours à étudier. Mais attention, moi, mes élèves, je ne les laisse pas comme ça pendant 9 mois pour leur dire « Bon, maintenant, vous vous débrouillez, vous apprenez, je vous retrouve dans 9 mois pour l'examen final. » Non, je suis chacun et chacune de mes élèves. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce sont des petites promotions de 30 élèves par promotion en moyenne et qu'il y a 3 départs de promotion par an, un départ en janvier, un départ en avril et un départ en octobre. Donc, je suis chacun de mes élèves et chaque mois, les élèves travaillent donc leurs cours avec tout ce matériel pédagogique et ils sont évalués à la fin du mois. Il y a des tests en e-learning, en ligne, qui sont des QCM minutés, notés, corrigés. Donc l'élève voit tout de suite sa note et ses erreurs. Et moi, je les vois aussi, ce qui me permet de suivre le travail finalement de chacun et chacune. Je reviens vers elle. La personne peut aussi m'envoyer ses questions par mail, j'y réponds toujours. Donc je suis là pour encadrer. Donc travail personnel, 4 jours par mois, à son propre rythme, quand elle veut. Mais en revanche, il faut qu'à la fin du mois, les cours aient été travaillés et que les tests aient été faits également. Et je les suis et je les encadre.
Cerise sur le gâteau, une visioconférence par mois pour ne pas laisser la personne seule avec son travail personnel. Donc chaque visioconférence mensuelle, qui se fait d'ailleurs sur plateforme Zoom, permet à l'élève de rejoindre les autres élèves de la promotion et tous ensemble, un soir de 18h à 20h, on va parler d'une thématique bien précise. On va en parler aussi de façon concrète et pratique avec des cas d'école, des cas cliniques et je réponds aussi aux questions de tout le monde. Donc vous voyez, il y a l'apprentissage théorique avec un matériel pédagogique très riche, à son propre rythme, avec des évaluations mensuelles, plus une visioconférence. Les 9 mois vont s'écouler ainsi avec un examen final qui se fait par écrit également, à distance. D'ailleurs, j'ai des élèves dans le monde entier, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de présentiel, donc à distance. Et l'élève reçoit son examen par mail et il a 3 heures pour répondre à une centaine de QCM et faire 3 cas cliniques. Et ensuite, moi et les autres médecins du conseil scientifique, eh bien, nous corrigeons les copies de tout le monde et nous faisons le point aussi sur ce contrôle continu. On fait la moyenne et si l'élève a plus de 13, elle est reçue avec les félicitations et son diplôme de napsothérapeute qu'elle peut imprimer et mettre dans son cabinet. Et puis 10, 11, 12, il y a quand même un oral de rattrapage avec moi-même. Et puis moins de 10 pas reçu. Mais vous savez, moi je suis épatée de voir le degré de motivation et d'excellence dans le travail des personnes qui s'inscrivent à cette formation. Elles le veulent, leur diplôme. Elles sont motivées. Elles veulent s'investir dans ce conseil et se sentir utiles. Et donc elles travaillent. Et j'ai souvent, même chez des personnes qui ne sont pas professionnelles de santé, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire, même si on n'est pas médecin ou infirmière, car à partir du moment où on est motivé, on a envie de bien travailler, eh bien franchement, on peut décrocher son diplôme et se lancer dans la vie active comme napsothérapeute. Et d'ailleurs, je dois préciser qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 200 napsothérapeutes qui exercent déjà en France, donc en libéral, en métier de prévention, donc qui aident les gens à améliorer leur comportement. Le napsothérapeute peut également intervenir dans les entreprises pour animer des ateliers de sensibilisation sur l'importance du bien manger, bien bouger et bien dormir. Le napsothérapeute peut intervenir aussi dans les écoles, auprès des parents sur l'importance pour les enfants de dormir suffisamment, de bouger suffisamment et de bien manger, parce que je peux vous dire que du côté des enfants et des ados, c'est pas brillant. C'est pas brillant parce que les enfants et les ados se couchent de plus en plus tard, ils sont en manque de sommeil, ils bougent de moins en moins et ils mangent très mal. Donc là, c'est essentiel d'aller faire des interventions dans les écoles pour sensibiliser les parents à l'importance du bien manger et intervenir aussi dans les collèges et dans les lycées sur l'éducation auprès des jeunes, sur l'importance du sommeil, de l'activité physique et de l'alimentation. Donc vous voyez, c'est non seulement un métier de prévention, mais c'est également un métier de sentinelle. Non seulement le napsothérapeute aide les gens à améliorer leur comportement, mais en plus de ça, il dépiste les problèmes de santé. Il attire l'attention de la personne sur tel ou tel problème et il l'invite à consulter des experts pour corriger cette situation. Pour les personnes qui ont envie de consulter un napsothérapeute, il existe sur le site officiel de la napsothérapie, je rappelle napso-thérapie.org, un annuaire des praticiens qui ont été formés à la napsothérapie. Donc, il suffit d'aller chercher la région, la ville, et là, on va trouver le ou les praticiens qui exercent comme napsothérapeutes à proximité et que l'on peut aller consulter. Et certains praticiens d'ailleurs ont même une page professionnelle dans laquelle tout est décrit les concernant sur leur parcours, leur localisation géographique, leur contact téléphonique ou par mail, et puis avec un agenda de prise de rendez-vous. Donc il suffit d'aller sur le site officiel de la napsothérapie pour trouver le ou la napsothérapeute près de chez vous qui à ce moment-là vous proposera ses services. Donc en conclusion, j'ai toujours pensé qu'en France on soignait bien. Mais j'ai toujours pensé aussi qu'en France, on ne prévenait pas. Or, prévenir, c'est mieux que guérir. Il n'est qu'à voir le trou d'ailleurs de la sécurité sociale. Et je pense que s'il y avait moins de gens malades, il y aurait moins de dépenses de santé. Et donc je pense qu'en France, il faut investir beaucoup plus en prévention santé qu'on ne le fait à l'heure actuelle. Et c'est pour occuper ce vide et ce manque que j'ai lancé ce métier qu'est la napsothérapie, qui est donc un métier de prévention. Prévention primaire pour aider les gens à être et à rester en bonne santé et leur éviter de tomber malades, et prévention secondaire pour éviter aux gens malades qu'il y ait une aggravation de leur maladie ou qu'il y ait une récidive de la maladie. Donc c'est un métier qui est extrêmement utile et important et qui a un bel avenir devant lui. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve le mois prochain dans un nouveau numéro de Paroles de nutritionniste.